Ça, c'est Cédric de Saint-Jean, un des cofondateurs de Numadeo, la plus grosse agence de personal branding du marché. Yomi Denzel, Anthony Bourbon, Oussama Hamar, Alec Henry, Jean-Pierre Nadir, ils sont tous passés par Numadeo. Aujourd'hui, on va comprendre comment Cédric est passé des montages dans sa chambre à créer et scaler la plus grosse agence du marché. Alors, asseyez-vous et bienvenue dans ce nouvel épisode 200%. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 100%. Aujourd'hui, je suis avec Cédric de l'agence Numadeo, Cédric de Saint-Jean. Je te laisse te présenter et ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir aujourd'hui ici à Dubaï. Pour la première fois, ça fait très longtemps qu'on doit se voir. Exactement. Enfin. Donc je te laisse te présenter. T'es né où? T'as quel âge? Tu fais quoi? Ok. Merci à toi pour l'invitation. Comme tu l'as dit, ça fait extrêmement plaisir parce que ça fait 1 an et demi qu'on se fait des calls tous les trimestres pour un peu nous challenger et parler business. D'ailleurs, c'est excellent ça. Ouais, c'est trop bien de faire des calls comme ça avec d'autres entrepreneurs qui sont même pas dans la même industrie d'ailleurs. Juste parce que tu as un point de vue qui est complètement extérieur à ma situation, donc c'est hyper cool. Pour parler rapidement de moi, donc Cédric de Saint-Jean, né à Colmar en Alsace, 26 ans depuis une semaine. Commence à se faire vieux, je suis en 98. J'ai commencé l'entrepreneuriat quand j'avais 20 ans, en 2018. J'ai commencé à être freelance, donc à faire des petits montages vidéo à droite à gauche pour des entrepreneurs. Et à partir de 2021, enfin 2020 plus précisément, c'est là où j'étais full-time freelance. J'ai quitté mon master et mon alternance en tant que cadre. Et après, en 2021, c'est là où ça a pris la forme que ça a aujourd'hui, c'est-à-dire Numadeo sous format d'agence avec des équipes, jusqu'à aujourd'hui, où on a eu une très belle ascension, je pense, pour l'instant. Je ne sais pas si tu veux que je rentre plus en détail, si j'ai manqué Combien de personnes qui est-ce que vous avez comme grosse figure, histoire de montrer avec qui vous collaborez, travaillez? Ouais, carrément. Aujourd'hui, on a à peu près une 50aine de personnes en interne sur Numadeo, Ce qui est qui énorme. bossent au Une des quotidien. plus grosses agences Grosse agence audiovisuelle, tu qualifierais ça comment? Aujourd'hui, on se positionne vraiment comme agence personal branding. Et aujourd'hui, on est l'agence personal branding numéro 1 en France en termes de volume de chiffre d'affaires et de personnes qu'on accompagne. Donc, on se positionne vraiment comme ça. C'est vrai qu'au départ, on avait une grosse image montage vidéo ou création de contenu, filmmaking, etc. Mais ça fait un peu plus de 2 ans qu'on se détache de ça pour vraiment être dans le conseil et dans l'organisation et le déploiement d'un personal branding sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on a bossé avec un peu tous les entrepreneurs que vous connaissez sur les réseaux sociaux français. On a bossé pendant plus de 2 ans avec Yomi Denzel. On a bossé pendant 1 an avec Anthony Bourbon. On bosse avec... J'en ai des plein en tête, mais Hassan B dans l'immobilier, Pierre-Yolk Lallemand dans le business en ligne en général. Des personnes un peu moins connues de la scène business en ligne comme Jean-Pierre Nadir, qui veut être mon associé. Qui d'autre je peux te partager? Un petit peu de la nouvelle génération, un petit peu. La new gen, qu'est-ce qu'on a? Ce qui arrive et qui pète en ce moment, par exemple. BX. Non, malheureusement, BX n'a pas assez d'argent pour bosser avec nous. C'est ça. Mais bon, on l'aura un jour, on l'aura. Je suis dur à closer. Exactement. Je travaille au corps depuis 1 an et demi en fait, je suis pas du tout son pote. Sinon, beaucoup de LinkedIn aussi, des profils de niche, c'est-à-dire on n'accompagne pas que des gros entrepreneurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés, on accompagne aussi des personnes de niche avec quelques milliers d'abonnés où on monétise cette audience. Tout type de réseaux sociaux confondus aujourd'hui, on a divisé l'agence, on a fait un gros move en début d'année en 2024 pour complètement se repositionner, on parlera peut-être après. Et du coup, aujourd'hui, on a une typologie d'offres pour n'importe quelle typologie d'entrepreneur en fonction de son état business. Et par exemple, on a closé il y a à peu près 2 semaines un entrepreneur qui fait plus de 700 millions à l'année. Je ne peux pas dévoiler son nom encore par clause de confidentialité. Bien sûr. Mais c'est des profils qui aujourd'hui sont dans... Vous avez forcément été touché de près ou de loin par les produits de ces personnes. On l'a vu passer en short ou autre. Non, parce que justement, c'est des clients Numadeo, par exemple. C'est des entrepreneurs qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui ont des business dans le dur et qui font énormément de chiffre d'affaires et qui aujourd'hui prennent le virage du personal branding parce qu'ils savent que c'est le marketing de demain par rapport à leur développement. Donc beaucoup d'entrepreneurs. Si vous voulez voir un peu plus en détail, je vous invite à regarder sur numadeo.fr. Tout dans la description. On a les études de cas sur les méthodes qu'on a implémentées. Vous pouvez copier. On a le Pokédex avec toutes les personnes. Donc voilà. Super, très bonne présentation. Merci. J'ai une petite question pour rebondir avant de starter toutes les questions qu'on a. Qu'est-ce qui fait pour toi qu'ils prennent le virage du personal branding, ces personnes-là qui n'étaient pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Là, un moment où on voit beaucoup de créateurs de contenu
mais je pense qu'il y a un problème sur ce qu'on parlait tout à l'heure. L'accessibilité est simple, mais c'est beaucoup plus dur de créer du contenu aujourd'hui. Bah, il y a différentes typologies de personnes qu'on voit quand ils arrivent sur les appels de closing. Tu as l'entrepreneur qui justement fait énormément de chiffres avec ses activités et qui voit tous les golemons sur les réseaux sociaux qui donnent des conseils alors qu'ils n'ont rien fait. Donc tu as ce syndrome d'égocentrisme et de frustration de ces entrepreneurs qui se disent ces personnes ont de la visibilité, ils font de l'argent alors qu'ils n'ont rien entrepris. Et moi, alors que j'ai des résultats qui sont incroyables dans n'importe quelle typologie de niche, eh bien, j'ai pas de visibilité et les gens ne me prennent pas au sérieux. C'est leur ego qui joue. Donc là, il y a vraiment ce côté égocentrique. Donc nous, forcément, dans le closing, on va orienter le closing en fonction de ça. Et on lui dit concrètement, oui, on va te créer une communauté, on va te créer des gens qui te suivent, mais on va surtout monétiser cette communauté par rapport à ton activité. Donc il y a cette frustration-là chez la typologie d'entrepreneurs qui viennent chez nous, qui nous appellent par rapport à ça. Tu as une autre typologie d'entrepreneurs qui simplement sont éduqués au marketing et se disent « Ok, maintenant, je veux vendre mon salon de coiffure, je ne vais pas faire des posts en mettant une photo de la coupe avec un carrousel avant-après. Non, je vais devoir faire du marketing, personal branding par rapport à de la vidéo ou d'autres leviers sur le personal branding. Et ils comprennent l'intérêt aujourd'hui des réseaux sociaux pour marketer leur activité, leur entreprise. Et il y a deux typologies d'entrepreneurs là-dedans. Tu as soit l'entrepreneur qui veut utiliser son propre personal branding pour faire de l'acquisition de prospects pour son activité qui est déjà en place, donc qui peut être complètement décorrélé de son image. Exemple concret, Anthony Bourbon avec Feed. Aujourd'hui, Feed a cette valorisation et est aussi connu parce qu'il y a Anthony Bourbon. Mais Anthony Bourbon n'est pas une barre de céréales ou un sportif. Non, c'est juste son personal branding où il met en avant Feed. Et tu as les entrepreneurs qui veulent développer une nouvelle activité via ces réseaux sociaux-là et qui donc créent un infoproduit, un coaching, un consulting ou peu importe, un produit digital en lien avec leur personal branding à côté de leurs activités. À savoir, un exemple concret, c'est un mec qui est dans l'IMO, il a des agences immobilières, il fait plein de choses dans l'immobilier et il va développer une formation, un consulting pour investir dans l'immobilier à côté. Donc, il y a ces deux typologies de personnes-là qui veulent aujourd'hui développer un personal branding. Et les gros, pour rebondir sur la question que tu m'as dit au départ, les gros entrepreneurs, c'est ça, c'est soit de la frustration, soit ils sont assez éduqués au fait que c'est le nouveau marketing de demain et ils veulent s'entourer des meilleurs pour pouvoir utiliser ce levier-là, quoi. Le business d'agence, selon toi, est-ce que c'est plafonné ? C'est quoi la solution pour toi en termes de scaling et c'est quoi le bon compromis ? On peut justement aller dans du concret encore une fois parce que c'est la problématique que j'avais fin 2023, tout simplement. C'est pour ça que tu es là. Exact. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'épisode, on était full done for you. C'est-à-dire qu'un client arrivait, il avait un besoin, on faisait un peu, pas la tête du client, mais du sur-mesure en fonction des besoins. C'est-à-dire si tu n'avais que besoin de verticaux, on te faisait du vertical. Si tu avais un besoin que de 15 verticales par mois, on te faisait 15 verticales par mois. Si tu avais un peu de YouTube, machin et tout. Enfin bref. Du coup, C'était plus l'aspect monteur, c'est ça ? Non, il y avait tout parce qu'on faisait aussi l'animation. Tu viens vers lui, il a déjà un besoin concret, tu réponds à son besoin, c'est ça ? Exactement. Donc vraiment à son besoin par rapport aux réseaux sociaux. Et on avait une équipe de malades pour encaisser ça. Jusqu'à octobre 2023, on n'était que sur de la vidéo. Donc Instagram, YouTube, TikTok. Format horizontal et format vertical. Et en octobre, j'ai ouvert de nouvelles business units autour toujours des réseaux sociaux et du personal branding, mais autour de l'écriture. Donc Twitter et LinkedIn. Pour pouvoir proposer justement un service sur tous les réseaux sociaux par rapport à la personal brand et prendre cette position d'agence numéro 1 en personal brand et pas agence numéro 1 en vidéo sur le marché. T'en penses quoi du format short ou vidéo sur du Twitter ou LinkedIn ? Tant qu'il n'y a pas le feed, pour moi, ça n'a pas de sens. J'étais curieux. Comme on l'a dit dans ton épisode, il faut s'adapter à chaque réseau social par rapport au code et à la méta du réseau social. Épisode d'ailleurs que j'ai été invité sur l'incubateur, donc Numadeo. L'incubateur personal branding. Personal branding hors Numadeo. By Numadeo. Ok, on a le nom, c'est défini. De toute façon, tout sera disponible sur ces réseaux et il y a un épisode où je suis dedans et j'explique comment j'ai fait croître mon Twitter et comment j'ai lancé par exemple Senshore dessus et
c'est quoi même ma stratégie sur les réseaux, ma vision dessus. Exact. Je vous invite à aller voir bien sûr tout en dessous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Là-dedans. Petit pouce bleu. On Donc, re-switch là-dessus. Effectivement, donc fin 2023, on a vraiment cette position-là d'agence 360 sur vraiment le personal branding. On a tout type de services et le lancement du service LinkedIn, il explose vraiment. En un mois, on close 15 clients, tu vois. Ok. Donc vraiment, il y a un gros besoin C'est là-dessus. quoi le ressenti sur LinkedIn? Et à ce moment-là, c'est des gens. C'est quoi ils ont besoin de LinkedIn, ils n'ont pas envie de le faire Ouais. ou ils ne savent Ils pas ne le savent faire pas le faire et ils n'ont pas envie de le faire. parce Donc, que c'est particulier. C'est une communication particulière. Il faut aimer faire ça. Moi, j'aime pas LinkedIn, par exemple. J'aime pas pour la ça façon de communiquer C'est sur pour ça LinkedIn. que, par exemple, comme j'expliquais dans l'épisode, comment moi j'adapte mon Twitter vers le LinkedIn. Et d'ailleurs, on m'aide pour ça. Ouais, de ouf. Et donc, on a set up une team de ghostwriter spécialisée pour LinkedIn. Et franchement, ça déroule. On a des résultats qui sont top. Tu vois directement la différence. Et contrairement à Twitter, tu peux avoir justement cette frame où tu te mets dans la peau du client et tu arrives à communiquer selon Twitter ce client. beaucoup plus C'est plus particulier. corporate. Et donc voilà. Pour les personnes qui ne savent pas, un ghostwriter, c'est tout simplement une personne qui écrit les posts à votre place, qui se ça. fait passer pour vous. Donc, Exactement. C'est pour ça un fantôme écrivain. pour les gens qui ne parlent pas. Donc du coup fin 2023 on fait le constat qu'effectivement sur le Done for You en fait ça pète, il y a des besoins, ça close. Cependant on fait 130 000, 140 000 euros de chiffre d'affaires par mois, on a 50 personnes à gérer. Et donc le ratio... À gérer client ou Non, interne. Et à ce moment-là, on a 35 clients sous gestion. Comment tu gères? C'est des freelances, c'est des CDD, c'est des... J'y viens là du coup. Donc je fais ce constat-là et je me dis, ok, si je scale à 300, 400, 500 cas par mois, en fait, il va me falloir 200 personnes. Et je dis, non, je veux pas faire ça. Je veux pas continuer à juste avoir de plus en plus de complexité managériale et d'équipe pour un ratio chiffre d'affaires par employé qui est catastrophique. T'étais rentable là? Ouais, rentable. Rentable, mais 20%. Ah ouais. C'est pas fou pour une agence. Ouais, voilà, le business model d'agence, justement, c'est une presta et c'est prendre beaucoup d'argent d'un coup. Ça dépend. Franchement, ça dépend du volume. On revient après sur Ça le dépend business du volume. model et les agences pas rentables. Ouais. C'est parce que on est passé par là. Donc, du coup, on a ce chiffre d'affaires par employé qui est complètement... qui fonctionne pas. Donc, je dis par employé, mais c'est plutôt par membre team member. Parce qu'effectivement, on est sur ce format où on a que du freelance pratiquement, à part l'équipe responsable. Ce qui fait que, certes, on maîtrise nos coûts, c'est-à-dire un client, il nous paye 3000, on sait qu'on a 2500 de charges, parce que c'est que du variable par rapport à de la production. Un monteur, il va être payé par rapport au nombre de vidéos qu'il va réaliser, selon des catégorisations. Le community manager, pareil, par rapport au nombre de posts qu'il poste sur les réseaux sociaux par semaine et nombre de réseaux sociaux. Donc, on n'a que des charges variables par rapport à ça, et donc on ne prend aucun risque, parce que on peut... tout simplement remercier un collaborateur n'importe quand et on a une rentabilité qui est pas dégueu mais pas ouf non plus. Donc et on a une problématique qui est externe, c'est juste l'engagement des profils. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir une équipe aussi grosse, pour avoir des profils autant engagés que quand tu as une équipe de 5 personnes, c'est hyper compliqué. Donc on faisait énormément de volume et je fais ce constat de effectivement c'est chiant, j'ai pas envie de devoir multiplier les équipes en interne juste pour continuer à faire plus de chiffre d'affaires et donc plus de marge. Donc on fait une assemblée générale avec les associés à Dubaï en début janvier. Avec moi j'avais déjà réfléchi à la vision et comment on pouvait pivoter le business model pour justement faire plus de marge, avoir moins d'équipes et tout simplement être plus rentable, ce qui est l'objectif du business. Et donc pour l'anecdote, le contexte, je suis associé avec Alec et Amine sur Numadeo, en plus de Hugo, mais qui sont là comme advisor, donc avec des petits pourcentages. D'accord. Et qu'est-ce qui t'apporte une vision extérieure? Une vision déjà beaucoup plus mature, parce que c'est des personnes qui ont des business qui tournent à plusieurs centaines, voire millions d'euros par mois, qui sont là depuis le début également, qui connaissent les problématiques, et qui en fait sont un accélérateur de zinzin. C'est vraiment genre sans eux... Tu le regrettes pas? Ah non, je le regrette pas. Donc sans eux, on n'aurait jamais eu la croissance qu'on a aujourd'hui et les contacts et le réseau qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un problème, j'envoie un message à Amine, il est réglé. C'est quoi la différence entre Alec et Amine? Alec va être beaucoup plus sur le côté sales,
comme Hugo. Donc, ouais, c'est plus pour la partie d'Hugo, du coup. C'est ça. Et Toi, moi, Amine, plus vraiment l'advisor pour toi, quoi. l'advisor, le mec qui est dans l'ombre, qui a des business que même moi je comprends pas. Vraiment, c'est des trucs de fou. Des licornes bientôt, j'espère pour lui, mais c'est son On lui objectif. Et vraiment, c'est un mec incroyable. C'est le mec le plus smart en entrepreneuriat que j'ai jamais rencontré. Et Réel mentor, bien plus qu'un mentor. advisor. mentor et ami. Donc, et c'est pour ça que je suis à Dubaï aujourd'hui, parce qu'on a l'assemblée générale Le débrief, semestriel. tu fais par semestre, du coup, Ouais, avec eux parce que semestre, trimestre, ça dépend. Mais là, du coup, c'est depuis janvier, on s'est pas revu. Donc c'est pour ça que je suis sur Dubaï pendant quelques jours. Donc, du coup, moi, je lui présente ma vision, je lui présente les problématiques qu'on a. Et là, ben voilà, il te retourne le cerveau. Il dit, ok, c'est ça, on va faire ça, let's go. Et donc là, on repense complètement. Qui prend la décision? Amine advise avec Ok. Alec sur la décision à prendre par rapport à la vision que je propose, tu vois. Moi, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes constats. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et lui, il le met encore mieux en forme. Et on a un plan concret, une roadmap à suivre. Et ils sont rentrés à quel moment? Ils sont rentrés, en gros, on a eu d'abord 3 à 6 mois où on a fait du consulting avec eux. Et après, on s'est dit, mais en fait, ça fait trop de sens que juste vous soyez au capital, quoi. Du coup, ça fait combien de Donc, temps? ça fait presque 3 ans. Ça fait 2 Ah, ans et ok, demi, dès quoi. le début. Ouais, dès le Ah oui, début. d'accord. Dès le début. Et il y avait encore. C'est justement là où on s'est rencontrés avec Alec. Ok. Ok, qu'on a et fait il y cette avait encore le prestation. troisième associé ça. à ce moment-là? Ouais. Ok. toujours. Donc c'est pas venu après pour Non. remettre un phase temporelle. Donc vous avez vu, c'est important de toujours avoir un œil extérieur sur son business et il le faut. C'est moi aussi, toi aussi. Non, j'ai Et pris des raccourcis de fou. il faut prendre. face à ça. Donc au top. Donc du coup là, j'expose la problématique que le business model en fait là, il me va plus. J'étais plus animé, ça me saoulait juste les problématiques au quotidien, c'était toujours les mêmes. Ça faisait chier, etc. Et donc on repense le business et là, en fait, il me met tout simplement devant l'image de, en fait, mec, t'es juste une agence de drop service sous stéroïdes. Et je dis bah ouais du coup. Donc il me dit mec, t'es juste une agence de drop service. Aujourd'hui, il faut aller à l'étape supérieure si tu veux créer un réel business, une réelle agence qui va péter des gros scores. Et c'est pas possible de fonctionner sur ce modèle-là de drop service. Donc c'est comme le drop shipping mais avec du freelance. Où tu fais l'intermédiaire entre le freelance et le Et client. tu fais l'inspecteur des travaux finis. Exactement. Donc pour moi, ce business model de drop service, il est incroyable jusqu'à 100K par mois. Franchement, toute agence doit passer par là pour moi et c'est là où tu fais le plus de chiffre d'affaires. Par contre, tu passes sous un autre format qui est du coup le format salariat, une vraie équipe, grâce à la loi des nombres. C'est-à-dire grâce aux économies d'échelle, tout simplement. C'est-à-dire que tu vas tout simplement faire un calcul rationnel. J'ai tant de clients, pour livrer ces clients, il me faut tant de personnes qui me coûtent tant par mois, mais en fait, je fais 50% de marge avec ces personnes en salariat, alors qu'avec mes freelances, je fais 30, 25, 30. Donc en fait, c'est juste une loi des nombres, c'est-à-dire plus tu as de clients, plus tu as de volume, plus tu peux te permettre de prendre des personnes en salarié. Parce que c'est tout simplement un calcul mathématique. Donc, Tu utilises quoi pour ce calcul-là? Excel classique. classique. Un tableau. Ouais. Tu fais tout simplement les coûts d'opportunité, le chiffre d'affaires par client, etc. Donc, première décision, passer d'une équipe de drop service à une réelle équipe interne en agence. On est en plein dans cette transition actuellement. Donc, tu vois, ça prend 6 mois quand même à faire cette transition. Deuxième décision, on change les offres. On change les offres complètement. Et d'ailleurs, cet épisode, c'est incroyable parce que c'est la première fois qu'on en parle parce que je pense qu'on a 3 ans d'avance sur les agences aujourd'hui avec ce nouveau positionnement. On vend le service pour l'instant que en inbound sur les calls qui arrivent et on va bientôt le marketer à grande échelle sur de l'ads, etc. Bref, du coup, on repense le business model et on dit ok, aujourd'hui, on a 3 typologies de clients. Des clients qui font moins de 10K par mois, des clients qui font entre 10 et 80K par mois, et des clients qui font plus de 80K par mois. Il faut une offre par segment. Et donc, on a tout simplement décidé de faire une offre formation, Done It Yourself, donc l'incubateur personal branding, pour les gens qui font moins de 10K par mois. Ok. Donc, Et il peut servir de produit d'appel vers le deuxième après. exactement. Donc, cette offre-là, tout simplement, on l'a lancée le 22 avril, là. Donc, ça a pris un peu plus de 3 mois pour la construire, pour faire un produit qualitatif en formation. Et on l'a explicitement mis pas cher, moins de 300 balles. Pour y accéder. Et dans cette formation, on over-deliver. On a plus de 30 heures de contenu sur tous les réseaux sociaux, un expert par réseau social qui explique comment percer, comment péter sur les réseaux sociaux, pour qu'en fait, on arrive à être top of mind dans l'écosystème français, personal branding égale Numadeo.
grâce à ce love product. En gros, c'est un produit qui envoie du love sur le marché. Vous payez pas cher, vous êtes ultra satisfait parce qu'en fait, la value, elle est incroyable. On peut très facilement vendre cette formation en format closing à vendre à 2K. Mais non, on le vend à moins de 400 balles. Pardon. On a mis quand même à 390. Aujourd'hui, c'est fermé. On l'a fait sous format de lancement. Et donc, on est en train de voir le plan marketing pour la réouvrir, etc. au fur et à mesure. Du coup, on crée ce produit qui est incroyable pour justement les personnes qui font moins de 10K par mois et pour qu'ils aient tout de suite dans leur tête Numadeo, dans leur aventure entrepreneuriale, égale personal branding. Et quand je fais plus de 10K par mois, voilà, peut-être travailler avec nous sur les autres produits. Ensuite, deuxième produit, Done With You, hybride. C'est-à-dire qu'on est sur un format consulting en 3 mois. Où pendant les 3 mois, on va avoir le premier mois où on est sur du Done For You, c'est-à-dire qu'on va faire la stratégie par nos experts pour exploser sur les réseaux sociaux par rapport à ton business. Donc, tu auras toutes les strates pour que ce soit concept, idée de sujet, idée de post, positionnement, audience à qui tu dois parler, refonte de tes bio, etc. Bref, tous les réseaux sociaux confondus, LinkedIn, Twitter, YouTube, vidéo verticale. Ton image de marque, donc notre équipe va créer ton branding vidéo et graphique, donc tes miniatures, ton branding vidéo YouTube horizontal, ton branding vidéo vertical, et on va te donner tous les fichiers sources. Et on va t'apprendre comment les modifier et te créer une équipe de création de contenu pour ton personal branding. C'est-à-dire que on va te créer une équipe personal branding in-house dans ton business en 3 mois que tu maîtrises. C'est-à-dire que au lieu de payer 5 000 € par mois à des agences pour 30 vidéos par mois verticales, tu vas tout simplement maîtriser ton process, ton équipe, avec des profils, des talents Numadeo qui sont tamponnés Numadeo. On sait qu'ils sont bons. Donc tu fournis en même temps à côté. On a un talent pool freelance de personnes autour de la création de contenu, que ce soit du freelance ou du CDI, en fonction de l'équipe, en fonction du business et en fonction des besoins. Donc, exemple, tu es un gars qui fait 20K par mois, qui n'a pas trop de budget, on va te mettre un CM qui sait faire du montage vidéo, les miniatures et le CM. Parce que ça va te coûter qu'une fois 800 € par mois. Par contre, tu fais 50K, 60K, on va te créer une équipe un peu plus complexe, etc. etc. Et on a des talents dans tout type, ghostwriter, monteur vidéo, community manager, graphiste, filmmaker, etc., etc. Et on ne prend même pas de commission sur les gens qu'on place. Vraiment juste on les place. Donc on te crée ton équipe en interne, en 3 mois, pour un forfait fixe de consulting. Et en plus de ça, notre consultant chez Numadeo va t'aider dans l'implémentation de ta strate de création de contenu. Parce qu'on est intimement convaincu qu'un pôle création de contenu personal brand est aussi important qu'un pôle closing, qu'un pôle marketing global, etc. Dans le futur de la croissance. Si ce n'est plus déjà pour moi. Si ce n'est plus. Et donc en fait, au lieu de ne pas maîtriser ton process, ne pas maîtriser ta communication et de faire appel à des freelances qui font le travail à moitié, faire appel à des agences qui vont t'overpricer, faire appel à une alternante ou un alternant qui va pas maîtriser le process, et ben non, là en 3 mois, on te crée ton équipe validée par Numadeo selon tes problématiques, selon les réseaux sociaux que tu veux push, sachant que tu as la strat pour tous les réseaux. Donc dans 6 mois, tu peux après ouvrir un nouveau réseau social. Et du coup, on te crée ça en 3 mois, qui est du coup ce format Done With You /hybride. Tu fais évoluer ce format-là parce qu'il faut s'adapter aussi dans le temps. En 6 mois, je pense que les stratégies évoluent sur les réseaux. Comment tu pallies à ça ? Alors là, du coup, sur la stratégie d'upsell et de suivi des clients, tout simplement, soit déjà, ils ont aussi accès à l'incubateur et des modules en plus, donc en formation. Donc, ils savent suivre les tendances, etc. Et en upsell, après ce consulting, s'ils veulent continuer à avoir un consultant de chez Numadeo qui est justement aware à propos des tendances, à propos de l'évolution du marché, etc., ils prennent tout simplement un fees mensuel où le consultant va continuer à faire de l'analyse stratégique mois après mois sur les datas et donner du conseil, de l'advice pour faire évoluer la stratégie. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Normalement, ils ont tous les assets après en interne pour pouvoir le faire eux-mêmes. Comment t'es arrivé à réfléchir, définir cette offre ? Tout simplement en analysant le marché. Je bombarde d'analyse de marché sur du marketing, sur le marché anglais. Moi déjà, j'ai un document sheet. Ça existe sur le marché anglais, ça ? Ouais. Et justement, c'est là où je l'ai vu chez Brian Moncada, qui a l'agence YouTube Ads, qui a justement communiqué autour de cette offre hybride. Et je me la suis appropriée et j'ai essayé de la mapper par rapport à ça, en plus des conseils d'Amine. Tu vois, en gros, Amine, tu lui donnes une pépite, un bloc d'or, il va te le tailler. Tu vois. Ok. Donc, tu parlais de ton Excel ? Ouais, du coup, j'ai un Excel où j'ai une étude de marché où j'ai la liste de tous mes concurrents directs et indirects sur le marché français et le marché anglais.
Et dès que je vois un nouvel acteur qui rentre, je le rajoute dans cette liste et j'ai tout. C'est-à-dire, j'essaie d'avoir son chiffre d'affaires, son nombre d'employés, ses Comment tu offres. trouves son chiffre d'affaires? T'investigues, soit par des sites comme société.com, tu payes un peu pour avoir les bilans comptables, soit tout simplement tu l'appelles et tu essayes par de la manipulation, d'avoir un peu une tranche de chiffre d'affaires, comment il fonctionne, etc. pour avoir justement de la data. T'envoies des taupes? Ouais, ou t'envoies des taupes. Je fais ça et grâce à ça, j'ai plein d'insights sur le marché. Même sur le marché anglais, pour l'instant, j'ai pas vu de format consulting comme ça. Et je pense que c'est un format qui va arriver de fou sur les prochains mois, prochaines années. Et là, on a de l'avance justement. Donc c'est pour ça que ce podcast, peut-être que je me tire une balle dans le pied tout simplement en divulguant nos offres. Peut-être tu seras un Kanye West des agences précurseurs. On verra. Peut-être tu te plantes. On verra. Ça se trouve, ouais. Mais en tout cas, sur les tests qu'on a fait pour vendre cette offre sur les 3 derniers mois, c'est une dinguerie. Okay. On n'a jamais eu autant de closing avec autant de facilité de delivery et autant de satisfaction client. Genre, en fait, on efface tous les problèmes du done for you qu'on avait avant. Toutes les merdes, genre, il y a une faute sur mon reel, du coup, ça nique ta satisfaction. C'est plus du drop service ou stéroïde, pour reprendre le terme. Non, c'est du coup là, sur cette offre-là, j'ai directement recruté des consultants sous forme salariée. Et c'est une dinguerie. L'engagement, la qualité, ça applique, il n'y a pas de retard, les gens sont pour ton projet, bref. Incroyable. T'as l'air d'être fier de ce que t'as. Franchement, ouais, je suis trop content parce que c'est vraiment des problématiques que j'avais depuis 2 ans qui prenaient de l'ampleur. Et là, tout s'efface et en fait, c'est logique. Et donc on a ce service-là. Et le 3e service, du coup, pour les personnes qui font plus de 80K par mois, qui est tout simplement un done for you toujours. Sauf que cette fois, on a uniquement 10 à 15 profils maximum qu'on prend sur l'année avec des engagements à l'année et un service sur l'entièreté du personal branding. C'est-à-dire qu'on a créé un service qui est le même pour tout le monde. Tu vois, tu n'as pas « ouais, je veux juste 15 verticales ». Non, tu prends tout le package ou tu prends un. Et du coup, ça permet d'avoir tout simplement de maîtriser quelle typologie de personnes tu as besoin pour délivrer ton produit ou ton service et de dire « ok, j'ai 4 clients, j'ai besoin de cette équipe pour ces 4 clients et je duplique. » Je duplique, tout simplement. Parce que je sais que mensuellement, cette équipe va me coûter tant et ces clients vont me rapporter tant. Parce qu'ils payent tous le même prix et c'est des engagements à l'année. Du coup, voilà. Donc, c'est un petit peu la matrice que tu nous parlais tout à l'heure. Comment ça ? Où tu allais vraiment analyser tous tes coûts d'opportunité et tu reviens en chiffres en fait. Oui, les chiffres. Concrètement, j'ai des Excel où j'ai fait plein de calculs par rapport à cette strat et qui ont affiné au fur et à mesure des mois, là, sur les derniers mois. Et voilà, et du coup on en arrive là où on prend que 10 à 15 clients max, ce qui fait à peu près 1,2 million, 1,3 million à l'année, parce que c'est des high tickets, c'est des gros tickets pour travailler avec nous sur cette offre-là. Est-ce que ces profils sont plus souples dans l'exécution ? C'est quoi la différence entre les 3 paliers ? Ça dépend vraiment, ça dépend du client. Ça dépend des personnes. Il y a des clients qui vont être hyper micro-managériales et qui vont regarder tout, il y a des clients qui sont hyper contents sans rien faire, et vraiment les clients qui sont... Tu vois pas une différence entre quelqu'un qui a 80K et quelqu'un qui dépend qui est des dans profils. Okay. Je pense que ça dépend vraiment de l'entrepreneur. Parce que des entrepreneurs qui sont vraiment chiffrés, j'investis tant, combien ça me rapporte. Des entrepreneurs qui comprennent que c'est de la communication globale et de l'image de marque globale et qui vont avoir des opportunités au global et pas uniquement héroïstes. J'investis tant. Sur les chiffres. Voilà, exactement. Okay. C'est vraiment en fonction de la psychologie et du tempérament de l'entrepreneur qu'on a en face. Donc voilà, et du coup c'est le switch qu'on est en train d'opérer actuellement, parce que moi j'étais focus sur le lancement de l'incubateur ces 3 derniers mois. Donc entre-temps, on avait toujours un peu ce mélange entre les clients Done for You qu'on a en MRR depuis plusieurs mois, plusieurs années, qui sont toujours chez nous, et les nouveaux closings, où là on a maintenant 7 profils déjà validés sur l'année sur la nouvelle offre, et où on sait que ok, maintenant on a la masse, on a cette loi des chiffres, des nombres d'économie d'échelle, où on peut passer et switcher l'équipe sur du fixe. Ok. Et comment tu as fait le switch de tes clients de base ? Alors les clients de base, soit ils s'arrêtent naturellement au bout d'un moment, soit on les pivote sur le Personal Brand Lab, qui est la solution consulting. Donc on leur dit écoutez, voilà, on a switché au niveau de l'agence, au niveau du positionnement. Il y a eu des personnes frustrées, déçues ? Non, pas spécifiquement, parce que justement on délivre quand même des super bons produits avec la solution qu'on leur donne. C'est-à-dire on va pas leur dire ok, dans 30 jours on arrête. Non, on leur donne une solution.
Soit vous passez sur Personal Brand Lab, on vous internalise une équipe du coup, et vous gérez après votre équipe en interne. Soit carrément je fais une passe D à un concurrent, tu vois. Ok. Donc, ou C'est soit quoi ta tout relation simplement, avec tes concurrents? je m'en fous. Parce que c'est pour l'anecdote de Hervé, ben, il a lancé la copier-coller de la même agence tu vois, sur le marché. Et je me suis dit, bah, ok. En s'associant avec des profils que j'avais virés dans le passé sur Ok. Numadeo parce qu'ils n'étaient pas assez performants. Tu vois, donc, bon, bref. Et donc non, ça me fait pas peur du tout parce que je sais qu'aujourd'hui on a une vision de scaling sur le marché et un avantage concurrentiel qui est énorme, et dans l'exécution on est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que moi j'exécute fort comme toi, c'est-à-dire mange du PC, on avance et on travaille, on teste. Et aujourd'hui je m'entoure d'une équipe de fous furieux, c'est-à-dire que je suis plus justement dans cette démarche de trouver un mec bon dans la compétence, c'est-à-dire un excellent monteur. Je vais trouver des profils avec qui ça match long terme, et par exemple là, je suis en plein recrutement de mon nouveau chef de projet, pas chef de projet, Chief Operational Officer, directeur des opérations en gros. Et là, on parle sur des salaires à 60, 70K par an. T'as pas un petit CD pour moi? Tu veux? J'ai 5 balles si tu veux. Donc du coup, là, on est vraiment sur des investissements long terme avec des profils où je vois la différence intellectuelle et de réflexion et de travail qui est faramineuse. Je me dis, mais en fait, si je vais créer cette équipe-là de fixe, ça va être juste une dinguerie. Maintenant, c'est juste faut recruter les bonnes personnes. Du coup, on peut enchaîner sur comment tu arrives à recruter tout simplement. C'est quoi le process Numadeo, toi qui as eu plus de 50 personnes? Donc là, du coup, c'est réduit, il me semble. Ben là, on est en train de faire la transition Ok. du coup. Donc ça vire, ça vire. Il faut pas que cet épisode il sorte parce que il y en a qui sont pas au courant encore. Bref. Il y a du décalage. Mais du coup, non. Dans tous les cas, les personnes qu'on va retirer, soit il va y avoir une proposition si elles travaillent bien pour du fixe, ou alors c'est juste que justement ce format fixe salariat ne leur convient pas, donc c'est un remerciement naturel. C'est pas parce qu'on les aime pas ou quoi. Oui, c'est sûr. Donc Il y a une solution, c'est pas... c'est ça. Donc, et en plus, on pourra les rajouter dans notre pool de talents. C'est-à-dire qu'on pourra juste Oui, leur ils peuvent apporter, travailler leur pour apporter celui du produit d'appel de la première offre. sur le produit du milieu de gamme, Ok, le milieu, consulting. Ok. On pourra les mettre en relation avec Ça, des clients je suis qui ont des vachement besoins. visuel, moi. Ouais, je vais te faire des dessins. Je vais faire des dessins. Donc, du coup, par rapport au recrutement, effectivement, le but, c'est de diviser par 3 la taille de l'équipe pour faire pas 2 fois plus de chiffre d'affaires, mais presque. Ok. Donc voilà, on est vraiment dans cette Donc, démarche-là. Pour trouver ça, t'es revenu aux chiffres pour aller chercher ça. C'est ça. Comment tu recrutes une personne? Alors, au niveau C'est quoi du le recrutement, process? déjà, ça dépend quel type de personne tu veux recruter, quel est son level. Comment tu le définis? Ben déjà, un COO, un directeur des opérations, le recrutement ne va pas du tout être le même qu'un monteur vidéo. C'est complètement différent. Ça dépend vraiment de quelle typologie de profil tu recrutes, si c'est du managérial ou de l'opérationnel. Je te prends un exemple concret sur une méthode de recrutement que je partage d'ailleurs dans mes consultings pour aider les gens à scaler. Là, je vais vous le partager comme ça sans loom, mais vous pourrez l'appliquer. Exemple, quand on a lancé le service LinkedIn, on n'avait pas de ghostwriter. Donc là, je voulais les meilleurs ghostwriters qui étaient dans la même vision pour pouvoir faire de la prestation de service et prendre au moins 4 clients par ghostwriter. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je ne fais pas dans la même démarche que toi où je mets un post sur Twitter et j'attends que les candidatures tombent. Pourquoi? Parce que pour moi, là, c'est les pires profils que tu vas recevoir. C'est les profils qui sont en besoin, qui n'ont pas de taf en ce moment. C'est très bien pour débuter ce genre de méthode, mais tu ne vas pas trouver les meilleurs talents comme ça. Ça dépend. Ça dépend Parce de que ton derrière, image de marque je aussi. prends le volume et en fait, c'est pas je prends une personne qui vient. C'est des personnes qui rentrent en contact avec moi qui me donnent une personne. Et c'est comme ça que j'arrive à définir ça. Ou alors, quand je le fais sur Twitter, c'est pour former la personne. Ok. Parce qu'on est d'accord. Et justement, les mecs qui viennent en DM et qui réclament, c'est qu'il y a une problématique, c'est qu'ils n'ont pas de taf. C'est ça. Donc il y a un problème. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je reprécise comment je le fais, mais oui, je suis d'accord avec toi. Force du signal par rapport à ça, où tu demandes à une personne de mettre en relation Justement. parce qu'il est dans ça. Exactement. Ça, c'est c'est excellent. C'est comme toi, par exemple, combien de fois je l'ai fait et tu m'as envoyé quelqu'un sur WhatsApp. Mhm. Mais si j'avais pas tweeté, tu savais pas que j'avais mon Ouais, je vois. Ok, comme ça. tu vois. Donc, du coup, par rapport à ça, moi, je vais plus être dans la démarche où je vais aller moi-même prospecter des talents, démarcher des talents. Ok. Parce que les meilleurs talents sont déjà en poste. Tu le trouves où un ghostwriter? Du coup, pour aller sur le ghostwriter, je prends diverses sources d'acquisition. Malte, LinkedIn, parce que je voulais du freelance, je voulais pas du fixe.
Malte, LinkedIn. Et je crois que j'avais utilisé que ces 2 leviers-là. Là, je vais sur LinkedIn Sales et Malte. Je tape les mots-clés par rapport forcément au ghostwriting. Et là, je me fais un fichier Excel avec tous les profils qui ressortent. En général, j'essaye d'en avoir minimum 100. Sur ces 100, je vais ensuite les DM pour leur présenter une opportunité. Justement, l'opportunité de travailler avec Numadeo. Et j'ai une rédaction d'une annonce de recrutement Michelin. C'est un copywriting de zinzin. C'est comme une ads. Il faut que tu vendes ta boîte et que tu vendes l'opportunité à la personne et qu'elle se dise c'est une dinguerie de bosser avec eux. Donc, tu rédiges une annonce Michelin avec l'opportunité. Suite à ça, tu vas avoir peut-être la moitié qui vont être in de bosser et qui vont être intéressés et l'autre moitié qui ne va pas être intéressée. Suite à ça, je vais écrémer encore plus ce pool de personnes que j'ai qui est intéressé. Comment ? Je vais leur faire un test rémunéré, pas gratuit, rémunéré. Parce que si tu fais gratuit, les bons profils ne vont pas venir, ils ne sont pas intéressés. Donc là, je leur dis tout simplement, écoutez, voilà l'exercice à faire. Tout simplement, là, par rapport à l'expertise de ghostwriting, il y avait trouver des idées de poste par rapport à ce profil-là. Donc en gros, nous, quand un client rentre chez nous, il remplit un gros questionnaire d'onboarding. Et donc là, j'avais le questionnaire d'onboarding et je leur dis voilà, ce profil-là, c'est un client qui est déjà client chez Numadeo qui tourne. N'allez pas sur ses réseaux parce que vous allez vous spoiler. Et si vous deviez commencer de zéro avec cette personne-là, quelle stratégie type de poste vous allez implémenter, rédigez-moi un des postes que vous allez me proposer, etc. Et ça, je leur dis, voilà, pour une centaine d'euros, faites ce travail-là. Pareil, là, tu as un nombre de personnes qui va le faire, qui ne va pas le faire. Et donc, tu leur mets une deadline. C'est hyper important. Tu leur dis, OK, pour mercredi prochain, il me faut rendre les documents. Et donc là, à la fin, tu te retrouves avec une 10-15aine de profils qui ont fait ce travail-là, qui sont motivés, qui sont déter par la vision et ensuite, avec les tests, tu vas pouvoir écrémer sur les meilleurs profils. Et donc là, je travaille avec mon Head of Growth, Lucas, celui qui fait les stratégies. Je dis, OK, voilà les 15 études de cas que j'ai reçues de mon recrutement. Viens, on les analyse ensemble. Donc, on les analyse ensemble. Et là, il y a 6-7 profils qui ressortent, qui sont vraiment bien. Et ces 6-7 profils, je les prends en call. On discute de l'opportunité, on discute si ça fit au niveau humain, si ça fit au niveau budget. Et après, tu ressors avec 3 profils top tier qui sont bangers et avec qui on commence à travailler. Et ce process prend 2 à 3 semaines. Tu définis comment la différence entre les 3 profils ? Comment ça ? Entre les 3, si tu dois choisir une personne. Bah là, en l'occurrence, j'avais pas besoin de choisir une seule personne parce qu'on avait du volume. Mais si je dois choisir une personne qui a le poste. Si je dois choisir, là en vrai, c'est plus le recrutement par exemple par rapport au COO où là on va avoir tout simplement une grille avec des questions par rapport au poste. C'est des points. Après, c'est des points, tout simplement. C'est-à-dire, on a vraiment des questions par rapport aux expériences passées, par rapport aux problèmes qui sont résolus, par rapport à leur mission concrète, au job scorecard qu'on a mis en place sur le COO. Donc, en gros, c'est des objectifs trimestriels par rapport à ses besoins. C'est quoi un COO pour quelqu'un qui nous regarde ? Chief Operating Officer, donc directeur des opérations. Et je parle de ça parce que je suis en plein dedans en ce moment, donc c'est l'exemple qui me vient le plus rapidement possible. Mais tu as des job scorecards pour le directeur artistique, pour tous les C-levels, c'est-à-dire les responsables de la boîte. Et donc, on travaille ça sur l'entretien. Moi, sur les gros recrutements type managérial, en général, je fais minimum 2 rendez-vous, voire 3. Et sur ces rendez-vous-là, j'ai justement les questions que je veux poser. Et en fonction des réponses, ça me satisfait, ça me satisfait pas, et je mets des points. Et après, j'affine par rapport aux différents profils. Il faut aussi, un truc important, c'est pas uniquement du rationnel. Tu as fait ça et tu as résolu ça. Il y a aussi le fit humain, qui est hyper important. Donc, il y a aussi ça qui rentre en compte. Et tout simplement, son tempérament, son profil, c'est comment il réfléchit, etc., etc. Donc, je prends tout ça. Et après, tout simplement, moi, j'enregistre aussi tous mes calls. D'ailleurs, je vous conseille une appli qui s'appelle Sembly, S-E-M-B-L-Y, qui justement vient dans ton Meet et qui fait un résumé automatique de ton Meet, qui te donne les objectifs que tu t'es mis dans ton Meet et tu as un replay et tout. Et après, donc, je réanalyse tous ces Meets pour prendre ma décision et compléter mon fichier Excel que j'ai en parallèle avec les questions et ma notation. Et après, tu prends une décision. Tu t'analyses rationnellement, ok, voilà les 3 profils que j'ai. D'abord, j'essaye avec mon banger, le top profil, en fonction de si ça fit pas, au niveau aussi rémunération, parce qu'en général, les top profils vont demander plus de rémunération, donc tu fais aussi un calcul héroïste de dire, ok, si je paye ça par mois, en fait, ça va être compliqué. Donc, tu négocies après, tu rentres dans la phase de négociation par rapport au salaire. Tu peux aussi ajouter des clauses de bonus par rapport à des KPI que tu mets en place ou des bonus à la signature aussi. Et voilà. Et après, tu avances et tu as une période d'essai de 3 mois. Et si au bout de 3 mois, ça ne marche pas,
tu réitères. Donc, Et pour moi, vraiment, le recrutement et l'humain, c'est la chose la plus difficile dans le business. C'est le plus dur. Recruter et manager des personnes, c'est le plus difficile. tous les restaurateurs ressortent ça et je pense que c'est dans tous les business dans le monde. C'est le plus dur. Vraiment, j'ai dû recruter, je sais pas, peut-être une Surtout centaine de dans- personnes. Surtout dans une agence en fait. Et j'apprends tout le temps, tu vois, j'apprends tout le temps. Là, c'est encore un nouveau challenge parce que je suis plus sur du recrutement de freelance, je suis sur du recrutement de salariat. Donc là, il y a des nouvelles T'as pas le droit à l'erreur, problématiques. ouais. Tu as des nouvelles problématiques. Certes, tu as la période d'essai de 3 mois qui peut te permettre d'avoir un parachute au cas où. Mais je sais pas, tu as une personne qui tombe enceinte pendant 5 mois, elle n'est pas dispo. Faut assumer ces 5 mois avec une solution backup tout en la payant. Tu as une personne qui tombe en arrêt maladie, pareil. Tu as les vacances, les congés. Ah oui, c'est vrai. Tu as tous ces trucs-là maintenant à gérer. C'est vrai qu'on y oublie ça. Ouais, on l'oublie. Et c'est plus du freelance, c'est vraiment un management qui est complètement différent. Alors, tu as des avantages et des inconvénients dans les deux modèles. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un certain point en termes de volume où je suis prêt à accepter les inconvénients du modèle salarié. C'est aussi une décharge mentale de gens qui peuvent partir plus facilement en tant que freelance alors que quand on est en CDI avec toi. Pour moi, la problématique numéro 1 que j'avais sur le freelance, c'est l'engagement. Ouais, c'est ça. La prise de responsabilité. Parce qu'en C'est fait, pas sa boîte en fait. il s'en fout. Il s'en pas bat sa les boîte. steaks. Si ça marche pas, si il a fait une faute, s'il est en retard, bah, c'est Tu une vois, Numadeo. tu vois une différence du coup entre au même poste une personne en CDI. Ouais. Et une Bah, personne en comme je l'ai freelance. dit, j'ai AB test sur le produit consulting. Et, c'est une dinguerie, franchement. En plus d'avoir un produit banger hyper rentable, on a une équipe hyper solide. Et là, je vais le voir dans les 3 prochains mois, ce que ça donne avec du coup, ces nouveaux recrutements. Donc, Tu vas faire une ouais. update sur tes réseaux de ça? Ouais, Tu je vas en parler un petit peu je suis un peu le cordonnier le plus mal chaussé, c'est-à-dire qu'on vend du personal branding, mais mon personal branding, il n'est pas très actif. Mais ouais, j'ai vraiment envie de prendre ce tournant-là parce que j'ai vu la force du personal branding dans la vente vraiment concrètement. Et... Je pense même pas besoin de vendre, juste montrer ton business model et ta Ouais, c'est boîte, ça, et suffit. juste build in public un peu plus. Ouais, c'est ça. De toute façon, j'ai rien à cacher. Mes chiffres, ils sont On peut dispo. pas- Mes et chiffres, puis, ils sont On dispo. peut pas faire pareil. On est. C'est trop. Le travail est monstre en gros. Puis même s'il y a quelqu'un qui fait pareil, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est pas grave. Parce que ça va faire monter le marché. Ouais, il éduque le marché Ouais, pour il éduque moi. le Et marché. après... Ça fait monter le marché. Ouais, tout à fait. Tant mieux. Donc non, franchement, gros tournant, des challenges qui sont beaucoup plus kiffants au quotidien parce que j'étais dans un peu une roue de hamster depuis 1 an avec ce business model Done for You freelance, drop service. Et du coup, là, franchement, depuis le début d'année, ça a complètement changé la donne et je suis beaucoup plus motivé au quotidien et à appliquer la vision. Et les next steps, donc, c'est valider ce concept-là sur le marché français. Faire en sorte qu'ils puissent scaler automatiquement avec les bonnes équipes, mettre un CEO sur ça et après faire la même chose mais aux US et 10x le business. Aux US, tu veux aller? Enfin aux US, marché anglais quoi. Ok. Excellent. La grosse Donc, ambition. Et je voulais ouais. te demander, selon toi, comment tu me parles tu viens d'aborder l'exit, c'est ça? Non, c'est pas un exit, c'est juste mettre un chef d'entreprise, un dirigeant, Ah d'accord. mais pas faire un exit, non. Ok. Et Pour l'instant. selon toi, c'est revendable Pour moi, le business business d'agence d'agence. est revendable. Par contre, tu vas pas avoir des multiples de zinzin. Forcément, c'est pas comme un j'ai vu- SaaS ou. Ouais, j'ai vu un graphique qui est hyper intéressant sur la moyenne de toutes les agences qui ont été revendues sur les 10 dernières années. En moyenne, tu fais soit fois 1,1, 1,2 fois 1,2 sur ton chiffre d'affaires annuel. Donc tu peux revendre, si tu fais 1 million, tu peux le vendre 1,2 million en moyenne. C'est déjà du CA. Et C'est pas sur le bénéfice, tu c'est imagines. du CA. Et tu as l'autre fonction du profit, c'est fois 3,5 sur le profit Ok. Fois 3,5 à l'année. à l'année. Ouais. Donc tu fais x12 profit. Ok. Donc ça, c'est les tu moyennes vois, qui ont été enregistrées sur les 10 dernières années. Bah, l'e-com, c'est ton bénéfice en moyenne brute x12 Ok. et quelques multiples selon si tu as des leads B2B, B2C, la récurrence, la LTV, etc. Mhm. Mais c'est grosso modo, je pense, C'est un à peu peu la près même chose, ouais. similaire que la revente de business agent. Personnellement, je suis pas assez avancé là-dessus parce que j'ai pas envie de revendre. Bah, pour des l'instant femmes. aussi, c'est pas un objectif Mais court par terme. contre, je suis renseigné sur les reventes de ça. Mais ouais, pourquoi pas un jour. Mais le but de Numadeo, c'est de créer un écosystème d'agences. Vous l'avez sûrement vu avec Kudak chez Théo Lyon, où il a cet écosystème-là. Tu devrais faire pareil. Hein. Le but, c'est justement d'avoir d'avoir une business unit par problématique marketing. On a déjà les brandings, les images de marque, on a tout qui est prêt. C'est juste une question de focus maintenant et de trouver les bonnes personnes pour lancer ces business units. Et j'ai fait des A/B tests sur des clients Numadeo. En fait, je les ai pris en call et j'ai tout simplement vendu la nouvelle business unit.
juste pour voir, sans qu'on ait rien derrière, tu vois. Meilleur data, comment tu traques? T'as un Excel avec les problématiques, est-ce que tu dois répondre? C'est quoi le process quand t'as la personne en call? La mission quand t'as la personne, tu l'appelles. Comment ça? J'ai pas compris. Comme... Attends. C'est quoi le process quand t'as la personne en call? T'as un Excel avec des questions. Comment tu le testes process de closing? Ouais, c'est comment tu vas le tester ton projet? Alors là, Qu'est-ce qui te donne le feeling et Hugo qui fait que sera ça plus apte à répondre à ça Hugo- parce que Hugo, c'est lui t'es qui... Hugo, t'es où? Mais non, mais pour enchaîner sur justement cette vente de nouveaux services, on le pitch par rapport à un besoin, c'est-à-dire on a identifié le mec, on l'accompagne sur Numadeo, on voit que sur un levier qui est par exemple la publicité en ligne, il a un besoin, il a une problématique par rapport à son offre. On lui dit, écoute, on a ouvert un nouveau service chez Numadeo, viens, on se prend en call et on en discute. Et là, je lui pitch justement l'offre comme si c'était une offre Numadeo, comme si tout était en place, où j'ai un peu réfléchi en amont justement à notre delivery, à notre organisation et tout. Et en fait, je vois que ça close. Je lui dis, écoute, c'est magique. c'est 15K upfront et après, c'est 3K par mois plus, je crois que c'était 25% du bénéf. Je lui dis, c'est ça. Il me dit, go. Je fais, merde. Et du coup, là, j'ai compris qu'en fait, il y avait juste un besoin et on peut, grâce à la confiance de Numadeo, on peut après pivoter les différents clients sur les autres agences. Et en fait, on va faire de l'acquisition de clients sur toutes les agences et qui vont s'envoyer après du client entre les agences. C'est tout simplement le modèle de créer un groupe d'agences. Et juste pour tester, tu vois, je fais ça. Après, on a aussi testé d'autres offres sous l'effigie Numadeo, mais on déléguait pareil à un freelance. Exemple, création de landing page. Voilà, tu vois, je pense qu'on a dû faire, je sais pas, 40-50K l'année dernière juste sur de la création d'LP où on a juste délégué un free, tu vois. Et donc là, on se dit, OK, il y a aussi un besoin là-dessus. On peut créer une agence juste de site web, création de site web ou de landing page et tout. Donc tu dois, etc. tu dois autour de ta personal brand ou Numadeo créer d'autres agences complémentaires. C'est ça. Et venir chercher un écosystème un peu comme tu as cité tout à l'heure. Exact. Et tout en gardant bien sûr la rentabilité Exactement. des agences. Et du coup, là, je suis dans un dilemme où justement, je suis entre les deux choix de soit aller focus sur la création d'un écosystème d'agence ou dupliquer le modèle Numadeo aux US où je sais qu'on peut 10x le volume. Donc je suis un peu dans cette réflexion en ce moment pour l'année prochaine, sur quoi focus. T'as pas peur d'avoir trop en niveau diversification et Non, parce que chacun aura une image de marque bien spécifique. Ok. C'est vraiment, on va pas faire Mais Numadeo toi, au pour niveau de ton focus, tous les verticales. Non, parce que je mettrais des CEO. comment tu structurerais ça ou comment tu structures précisément avec un CEO Très tout simple. l'aspect. Nous, on a aujourd'hui les méthodes, les process comme une franchise. On Ok. sait comment. Tu t'es inspiré du business model de franchise pour ça ou Non, pas du tout. Mais c'est encore très early. C'est-à-dire, on a préparé les verticales, mais on n'est pas du tout encore dans l'opérationnel à le faire. Mais comment je l'ai pensé, c'est tout simplement, on a les process pour une agence qui fonctionne, et on est encore en train de les faire évoluer, comme en ce moment avec les problématiques qu'on a. Mais on a les process pour faire tourner une agence qui fonctionne. Il faut juste trouver le partenaire expert sur la verticale qu'on veut lancer, avec qui s'associer, donc donner une part du business. Mais nous détenir une autre, je pense, 50-50, enfin en fonction du business. Et après, tout simplement, l'aider sur toute l'implémentation de ces process-là et dans l'économie, le système Numadeo. Donc c'est un peu comme ça que je l'ai réfléchi. Maintenant, dans l'opérationnel, c'est sûr qu'on aura plein d'autres problèmes, plein d'autres complexités. Déjà, la première complexité, ça va être de trouver le bon associé. Donc ça va être une phase de recrutement qui est encore plus compliquée que juste recruter une personne. Et après, pareil, c'est un focus de gérer chaque CEO qui fera des reportings à la maison mère sur les différents éléments. Et c'est d'autres problématiques que dupliquer le modèle aux US, quoi. Donc, je sais pas. Pour l'instant, je suis en réflexion. Tu veux tout prendre. On a faim. C'est bien, il faut. Ouais. Hyper inspirant. Pourquoi des gens ne sont pas rentables avec leur agence Un business model comme ça où c'est Ouais. fait pour la rentabilité instantanée en prestation de service. Je peux parler tout simplement d'expérience personnelle. C'est-à-dire que pourquoi les gens ne sont pas rentables ? Parce qu'il y a un décalage entre le delivery et l'acquisition. C'est-à-dire que tout simplement, dans ce que j'ai expliqué au début de l'épisode, c'est que nous, on avait un décalage de trésorerie entre ce qui était encaissé et la réalité du delivery du business. C'est-à-dire qu'au lieu que le client soit lancé en 4 semaines, il était lancé en 8 semaines.
Donc en fait, tu crames un MRR alors que tes équipes bossent dessus au quotidien. En plus de ça, il y a l'insatisfaction. Ce qui fait que ça t'ajoute derrière du délai. Et en plus de ça, tu as des impayés. Donc nous, on avait beaucoup de problématiques d'impayés. Aujourd'hui encore, on a plus de 150 cas impayés, je pense, si on fait le cumul des 2 dernières années. Et la problématique, c'est qu'on avait un mauvais tracking de tout l'aspect, justement, payé et des oublis de merde sur des clients où tu as la confiance, mais en fait, ils te scamment. Il y a des noms, une liste de Déjà noms. arrivé, Bah ouais, j'ai vu on est plein. un On a post fait, passer. on a fait J'ai des vu posts. des posts passer. On a fait des posts avec du floutage justement et où si t'es un peu smart, tu vois qui c'est. Et la communauté l'a vu même sur Twitter. J'avais fait. Ils t'ont payé du coup? Non, toujours pas. Ouais. On est là. Du coup, c'est en recouvrement, tu vois, c'est sous une agence de recouvrement, mais ça vaut même pas la peine d'aller, tu vois, d'entamer des procédures juridiques et tout, parce qu'en fait, au niveau de ton temps rentabilité, pour 5 000, 10 000 balles, je préfère le focus sur le développement de l'agence. Tu vas refuser des clients, enfin, il y a des clients que tu sens pas comme ça. Ouais. Ouais. Ouais, nous, C'est quoi les red flags? nous, les red flags, c'est. Dubaï? Non, c'est. Déjà, est-ce que le business qu'il fait, il est éthique? Ouais. C'est-à-dire copy trading. Tu vas pas faire de l'OFM ou des voilà, choses comme ça. Ça on fait pas. Copy trading, selon le profil, on évite. On essaie vraiment de prendre des gens qualitatifs. Tu vois, par exemple, un profil hyper qualitatif dans le trading, c'est Jody Cavalli. Hyper qualitatif. Je vais pas donner d'exemple pour le non qualitatif. Je sais pas si tu as des noms qui te viennent en tête, si tu veux toi te mouiller. Ça ira. Donc, déjà, on regarde si le business est éthique. Ensuite, si on peut, on va essayer de contacter les prestataires avec qui ils bossent déjà pour voir justement si c'est des bons payeurs, si ça se passe bien et tout. Ah ouais, tu vas jusqu'à? Ça dépend des profils. Quand on a un doute, on fait ça, ouais. Et après, selon le feeling, si le mec est trop dans le micromanagement, pareil, on prend pas. Parce qu'on sait qu'il va nous casser les couilles au quotidien. Donc ça, on évite. Et donc du coup, pour la rentabilité, les agences pas rentables, en tout cas pour nous, comment ça a été? On perdait de l'argent pendant 2-3 mois parce que justement, on avait ce décalage de trésorerie sur le delivery. Alors parce qu'on avait aussi une équipe qui était... En fait, c'était un cumul de plein de choses. Parce qu'on avait cette équipe qui n'arrivait pas à livrer à temps les différents deliveries de l'onboarding. Donc ce qui fait qu'on avait des décalages et que les clients étaient chez nous, ils attendaient, ils occupaient du stock comme dans un entrepôt. Ils occupaient une place du stock pour nos équipes, mais ils ne payaient pas. Parce que juste, ils attendaient, on attendait de lancer. Tu as ces impayés également, où en fait, tu bosses pendant 2-3 mois, tu as la confiance du gars, ouais, je fais le virement, machin. En fait, non. Donc, du coup, tu as cramé 3 mois de ressources et de payer. Parce que moi, je paye mes freelances, je paye toutes mes équipes. On n'a jamais eu de défaut de paiement pour nos équipes. Et donc, tu payes quand même tes équipes. Donc, juste en caisse zéro, donc forcément tu perds de l'argent. Et ce décalage de trésor aussi, plus généralement, où en fait les gens tu vas mettre en place un paiement upfront avec des prélèvements GoCardless, Stripe, etc. Mais dans la réalité, tu as un décalage, c'est-à-dire qu'au lieu de te payer le premier, tu vas être payé le 20. Donc toi tu payes tes équipes le premier, et donc tu as des décalages qui se font comme ça. Et avec aussi la rotation des nouveaux entrants, etc. Et peut-être, je pense aussi, une problématique de tracking de mon côté au niveau de mes data, qui fait que je ne maîtrisais pas à 100% mes data, et donc on avait ces décalages où on n'était pas rentable, mais parce que j'avais un mauvais tracking de mes data. Donc voilà, du coup ça apprend, t'apprends, parce que tu vois ta trésorerie descendre et tu te dis bon, on va essayer de colmater la baignoire où il y a un trou, parce que nous on closait, tu vois, mais il y avait un trou dans la baignoire, donc en fait... Forcément, donc tu reviens en chiffre et tu te remets en question sur ton business. Et du coup, tu dis, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où tu dis, ok, il y a un problème d'équipe, il y a un problème de delivery. Stop, on arrête l'acquisition. D'abord, on set up l'équipe. Et maintenant, j'ai cette maturité de dire, là, actuellement, tu vois, dans les nouvelles offres, là, on stoppe l'acquisition parce qu'en ce moment, on a stoppé l'acquisition. On met sur liste d'attente parce qu'on veut d'abord set up cette équipe de salariés, banger, qui va pouvoir délivrer ses clients avant de continuer à faire rentrer du lead. C'est pour ça qu'on a stoppé la publicité, on a stoppé le cold emailing, on a tout stoppé là en ce moment. Ok. Tu mets un stand-by, tu reviens à la base, tu restructures. Tu set up les fondations, les bonnes équipes. Tu confirmes avec les chiffres. Exact. Et let's go. Et donc voilà, pour moi, l'expérience que j'ai eue d'une agence pas rentable, dans tous les cas, c'est toujours tes charges. Tu as un problème de charge fixe. Soit tu as trop de charges et tu as voulu scaler trop fort, ou alors tu as une problématique d'acquisition client, des clients qui ne payent pas assez cher, donc tu n'as pas une bonne rentabilité. Donc c'est de l'offre aussi. Tu peux avoir de l'offre, ouais. Ou simplement, comme dans mon cas, problématique de MRR, tu ne perçois pas l'argent à temps, ce qui fait que tu as un décalage de trésorerie, parce que sur le papier tu es rentable, mais dans la réalité, vu que tu as des décalages au niveau du temps, tu n'es pas rentable.
C'est vrai que c'est pas la problématique que j'ai sur un e-commerce Oui. ou un SaaS, c'est le décalage d'impayés. Et c'est vrai que c'est la prestation, bah, si tu as un décalage de 15 jours à un mois, bah, tu payes les gens et t'es obligé. Exact. Ça serait quoi, Cédric, tes conseils larges et à quelqu'un qui veut lancer une agence ou dans l'entrepreneuriat? Pour moi, la chose la plus importante, c'est l'acquisition client. C'est la première chose que vous devez master en tant que compétence. C'est ramener du lead dans le pipe et vendre à ces leads. Parce que si vous masterez cette compétence dans un premier temps, vous n'aurez jamais de problématique après pour continuer à faire de l'argent. Donc pour moi, dans un premier temps, même si tu n'es pas confiant sur ta compétence, exemple, de toute façon, le schéma classique, c'est tu es freelance dans un premier temps et tu vends ta compétence, tu vends ton temps. Même si tu n'es pas un expert dans un premier temps en montage vidéo ou en media buying ou quoi, d'abord, vends, fais des appels, confronte-toi au marché, prends des claques, des noms et évolue grâce à l'acquisition client. Parce que derrière, si tu masters cette compétence-là, peu importe dans le niveau de business dans lequel tu es, tu pourras te dire, de toute façon, j'ai juste à appuyer sur ce bouton-là, je vais avoir plus de clients. Et je vais plutôt me concentrer sur comment délivrer ces clients, processiser, ressources humaines, etc., etc. Qui est pour moi la chose la plus dure et la plus difficile à gérer. Donc, ne vous mettez pas d'abord une balle dans le pied en ne connaissant pas, ne savant pas comment faire de l'acquisition client, parce que c'est pour moi la chose la plus importante pour un business d'agence. Et on revient à ce que j'ai dit avant, c'est il faut que tu sois à 105%, 110% de ta capacité pour te forcer à sortir de ta zone de confort et à aller justement créer tes équipes, processiser, parce que sinon tu vas stagner et tu vas rester dans une zone de confort. Après, si c'est ton objectif de faire 15K par mois et avec 8K de marge, vas-y, go, reste comme ça et c'est tout à fait honorable. Par contre, si tu veux aller chercher plus, mets-toi dans le rouge et va justement avoir trop de clients, quitte à ce que tu aies 5% qui ne soient pas satisfaits, mais toi, ça te forcera à aller chercher plus. Ouais, tu peux, en fait, c'est un compromis et c'est ce que je parle souvent, une extension de toi, ta vie perso par rapport à ta vie pro. Mais il y a des gens, en vrai, ils n'ont pas envie, ils ne peuvent pas aussi, je pense, vouloir faire une agence comme toi, sinon tout le monde le ferait. Mais juste se positionner en tant que freelance, gagner 10, 15 000, et c'est largement atteignable avec 2-3 gars dans une petite structure où c'est divisé. Et je pense que ça dépend des objectifs de chacun. En tout cas, toi, t'en as aidé et t'as déjà dû avoir la problématique de gars. Bah, en fait, ça leur suffit. Ouais, de ouf. Et s'ils sont contents comme ça, moins de clients, moins de problématiques et ils gagnent bien leur vie. Ils maîtrisent le truc. Après, c'est juste toi, est-ce que tu es challengé en tant que personne et tu kiffes ou tu as ta routine, ça fonctionne bien et go quoi. Donc ouais, ça dépend des objectifs. Donc pour moi, peu importe où vous commencez, formez-vous à fond sur l'acquisition client, que ce soit par divers leviers, l'acquisition cold mailing, cold message sur les réseaux sociaux, publicité, créer du contenu en personal brand pour attirer du lead, tout ça quoi. Ok, et une fois que l'argent, entre guillemets, le client, comme tu disais, tu peux appuyer sur le bouton, il va te donner de l'argent. Après, les autres problématiques, c'est que de l'optimisation. C'est ça, t'apprends sur le terrain. Tant que t'as l'argent qui rentre, c'est bon. C'est ça. Nous, c'était comme ça chez Numadeo. On était victime de notre succès et j'étais obligé de processiser, de recruter des gens pour délivrer ses clients. Et c'est ce qui m'a permis justement de build ces compétences-là au fur et à mesure. Et j'attendais pas d'être le meilleur recruteur, le meilleur en automatisation, en CRM pour prendre des clients. Non, juste j'appliquais et je me confrontais aux problèmes directs et on avait des solutions faites vraiment en mode brouillon, mais ça fonctionnait et on faisait évoluer avec le temps, quoi. À chaque fois, je le dis, c'est money in, fais d'abord rentrer, et après tu verras. De toute façon, même si tu as fait rentrer et que tu es break-even derrière à cause de problématiques, bah, tu apprends. Et en fait, moi, je donne toujours ce conseil, c'est au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Tu rembourses le client. C'est le pire qui puisse t'arriver. C'est exactement, genre, c'est ce que je dis déjà ou à des gars qui m'ont demandé. Il me dit, ouais, mais s'il y a un truc, je lui dis, bah, tu rembourses. Enfin, si le client n'est pas content ou genre mon testing, etc., ça prend pas, je fais, bah, tu rembourses, ça a peut-être perdu 300-400 balles et alors tu passes à la next step. Mais au moins, tu as gagné de la data. Ça va t'apporter tellement de connaissances et juste du concret. Parce que c'est bien de regarder toutes les vidéos YouTube et tout, mais ça prendrait jamais mieux que par l'expérience et par vous confronter aux réels problèmes dans votre écosystème d'agence, quoi. Mais je pense dans tout business. Ton business, c'est bien large. Petit mot de la fin. Petit mot de la fin. Merci BX pour l'invitation, ça fait plaisir. Tu parles. 100%. 100%. En plus, ça faisait longtemps qu'on devait se faire ça, franchement.
à Dubaï aujourd'hui et ça fait plaisir d'avoir celui ou la plus grosse agence de France. Agence, personal branding, parce que Personal il y a des plus grosses agences. Forcément. Je l'ai précisé, attends. Mm. J'y suis adapté. Ouais. Non, merci. Franchement, j'espère que vous aurez. Je vous ai livré vraiment en toute transparence ce qu'on fait. Si vous voulez qu'on travaille ensemble avec plaisir, au plus qu'un call, vous aurez Hugo ou un membre de la team commerciale. Si vous voulez qu'on échange sur problématiques d'agence, let's go. Mais je prends très peu de personnes parce que pareil, ça prend du temps. Donc je prends que un profil ou 2 profils en simultané. Et voilà quoi, c'était un plaisir. Et bah, merci. Retour sur les podcasts sur YouTube, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Et, ça a dû te faire bizarre, ça va? Ouais, ça va, je sais pas, j'étais à l'aise, j'étais stressé. Non, C'est bon. ça fait plaisir. T'as 2 invitations à lancer avant de partir? Moi, je veux bien te donner une invitation pour Alec Henry. Je vais lui en parler, je vais lui dire ce qu'il est chaud de passer. Et bah écoute, avec Henri, on verra. Et puis, merci beaucoup. Et on peut te suivre, description, abonnez-vous, etc. Et merci en tout cas d'être venu, c'était un plaisir. Avec plaisir, merci à toi. Et au prochain 100%. Ciao. Ciao.